Bienvenue dans À tout lire. Bien sûr, chers lecteurs, nous allons retrouver aujourd'hui une fois de plus un auteur, et un auteur que j'avais rencontré en 2016, que je suis content de recevoir à nouveau sur notre plateau, puisque c'est toujours, en tout cas, on apprend plein de choses avec Monsieur Bruno Saurat. Bonjour Bruno. Bonsoir, merci. Je voulais juste donc annoncer le titre de ton livre, puisque c'est Un poisson nommé Tahiti. Et si j'ai bien compris, on parle de légende, on parle de l'histoire, des origines un petit peu, entre Raiatea, Tahiti, et de cette guerre un petit peu, à savoir quelle était l'île, alors tu me rectifieras si je me trompe, la plus sacrée, la plus importante, la plus imposante de l'époque. Et ça, c'était il y a très très longtemps. C'est ça. Donc c'est un mythe c'est le mythe le plus connu, et j'ai presque envie de dire que c'est le seul mythe connu sur l'origine de Tahiti. Que veut dire le nom Tahiti et d'où vient Tahiti, comment dans la mythologie, donc dans ces récits un peu opaques, enfin assez obscurs, qu'il faut croire ou pas croire, mais en tout état de cause, ça remonte à des temps très anciens. On a un mythe sur la naissance de Tahiti, qui est un morceau de terre qui se détache de Raiatea qui s'appelait Hawaii ou Hawaiki, et ce morceau de terre fait son chemin sur l'océan et ensuite s'immobilise et devient donc l'île de Tahiti. Donc c'est vrai que c'est un mythe qui pose Raiatea comme étant la terre-mère, finalement, une sorte de matrice qui met au monde l'île de Tahiti, et aussitôt se pose la question de savoir ce que ça veut dire. Et deux choses, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire que Raiatea serait la mère et Tahiti n'est qu'un enfant? Donc il y a peut-être une antériorité, une supériorité de Raiatea. Et puis pourquoi cet enfant prend son chemin un jour et s'en va? Alors on reviendra bien sûr sur le sujet et sur le livre. Tu sors à peine là comment dire, du salon du livre. C'est vrai que les légendes aujourd'hui, les contes, les légendes, les histoires polynésiennes, on en entend beaucoup plus parler. C'est-à-dire qu'il y a un vrai retour aussi à ces histoires-là. Un petit mot là-dessus, par rapport, même pas que par rapport à ton travail, au travail en règle générale des auteurs autour de toi, ceux que tu connais. Disons qu'il y a déjà tous les livres pour enfants, donc c'est vrai que c'est de la matière un peu éducative, parce que c'est quand même merveilleux, c'est des images, voilà, c'est enchanté. Donc il y a pas mal de légendes qui apparaissent dans des livres pour enfants, et puis c'est aussi de la matière pour les créateurs, pour les groupes de danse, pour les musiciens, les poètes, les chanteurs. Donc c'est une matière dans laquelle on pourra toujours aller puiser. Je pense que c'est inépuisable justement. Et ensuite, moi j'essaie d'analyser ça quand même et de poser des questions un peu plus anthropologiques ou politique, justement, sur Raiatea et Tahiti. J'écris pas une chanson, je suis en train d'essayer de voir est-ce que Tahiti était dominé par Raiatea, ou est-ce que les chefs de Raiatea donc dirigeaient aussi Tahiti. Enfin voilà, moi je me pose des questions historiques et politiques, mais quand même tout commence avec une légende un peu folle dans laquelle on a une jeune fille qui est dans une rivière, qui est avalée par une anguille. L'anguille se met à bouger, la terre se met à bouger, un morceau se détache. Donc il y a à la fois de la matière artistique, j'ai envie de dire, poétique, onirique, et puis aussi quand même des vraies interrogations un peu politiques sur ce mythe. C'est très intéressant. On avait reçu Titawa Porcher, qui elle aussi nous avait justement invité dans ses légendes, dans ses contes, devenus pièces de théâtre. Et en tout cas, moi, ce qui m'intéresse aussi dans ce que tu es en train de nous dire, quand tu es rentré dans ce livre, puisqu'il y a bien un point de départ, il y a un moment de départ, comment on en sort après? C'est-à-dire, parce que quelle est finalement ta découverte à travers cette légende, à travers ces recherches anthropologiques? Comment tu en sors d'un livre pareil? Mon point de départ, c'était le marais Tapuatea, parce que j'ai laissé faire le classement. Je ne voulais pas du tout interférer sur cette histoire de classement, parce que c'est sans doute important touristiquement, économiquement et culturellement pour les gens. Mais je me suis toujours interrogé sur la supériorité de Raiatea. Est-ce que véritablement les Maoris, les Hawaïens venaient de Raiatea, retournaient à Raiatea? C'est quand même un peu loin, même si on sait que c'est possible de naviguer. Mais après, je pense que quand les gens sont partis d'ici, on va dire ici au sens large, et ils sont devenus des Hawaïens, ils sont devenus des Maoris, ils avaient peut-être d'autres choses à faire que d'aller et de revenir vers la terre d'origine. Donc pour moi, mon point de départ, c'était Tapuatea, la réflexion sur Tapuatea. Quand est-ce que ce marais devient si important? Quand est-ce que Raiatea devient l'île sacrée? Et j'ai beaucoup appris moi-même, parce qu'en fait c'est un ouvrage pour lequel il m'a fallu lire beaucoup, précisément sur les Maoris, sur les Hawaïens. Donc c'est sur le rayonnement finalement d'une île dans la région. Donc j'en suis ressorti, j'ai envie de dire 4 ans après. Ça a été quand même très très long à faire. Et voilà, donc ça paraît une histoire agréable, mais le traitement, l'analyse a été quand même quelque chose de long.
Alors on le voit sur Hawaï avec cette montagne dessinée en femme, et ces légendes, hein, Tahiti entouré de liquide, entouré de la mer, mais la mer au sens large même j'ai envie de dire, puisque c'est très matriarcal aussi quelque part. Donc du coup, qu'est-ce que tu pourrais nous dire d'autre en fait sur ces légendes et tout ça qui ont fabriqué le Pacifique et qui fabriquent les hommes et les femmes qui y vivent? Ben c'est ça, c'est un peu le ventre de l'océan finalement, ces îles qui surgissent comme ça, qui remontent des profondeurs de l'océan. En général, c'est le mode de naissance des îles, c'est pas tellement le détachement depuis une autre île, ça c'est un mythe très politique que Tahiti se détache de Raiatea, donc ça m'intéresse, mais sinon, très souvent, tout simplement, les îles remontent du fond de l'océan, et le fond de l'océan s'appelle Hawaiki, c'est-à-dire que très souvent, la terre d'origine, la matrice qui produit des îles, c'est le fond de l'océan, c'est Hawaiki, c'est un monde souterrain et sous-marin. Et puis il y a aussi des îles qui sont pêchées. On connaît Maui dont on parlait tout à l'heure par rapport à la pièce de Titawa Porcher. Maui est aussi celui qui parachève souvent la montée des îles en les attrapant avec un hameçon. Donc ça c'est un peu des mythes de la colonisation du Pacifique par les Polynésiens. Le fait de s'approprier une île, de la découvrir, de la trouver, de s'en emparer, et c'est une capture. Donc le poisson dans ce cas-là c'est un peu la métaphore d'une proie, et toutes ces images finalement s'agrègent dans le mythe du poisson Tahiti. Donc c'est très poétique, c'est à la fois la terre-mer, le ventre de l'océan et l'île poisson. Terre nourricière, en tout cas c'est un mélange de tout ça. D'où te vient cette passion, puisque c'est bien sûr pas ton premier ouvrage. La Polynésie, on le sent, tu l'as dans les tripes, tu l'as au fond de toi, dans le cœur. Tu écris des ouvrages divers et variés. D'où te vient cette passion polynésienne, cette envie en tout cas d'écrire et d'aller toujours chercher un peu plus loin où les origines, où les civilisations, où les hommes et les femmes que tu croises et qui t'inspirent. On parle politique aussi, hein. Il y a aussi tu as parlé politique aussi régulièrement dans d'autres ouvrages. Donc, Même ce mythe, il est politique. Je n'ai pas pris un mythe sur l'île aux femmes, par exemple. Serge Dunis a écrit un ouvrage sur une île dans laquelle il n'y a que des femmes. Bon voilà, moi, le mythe qui m'a intéressé, il est quand même politique. Mais non, cette passion, c'est mon métier aussi, tout simplement, hein. Ça veut dire que je suis universitaire, j'enseigne à l'université. C'est bien de le préciser, c'est important voilà, pour ceux qui ne te connaissent pas. Et donc, pour moi, c'est de la matière aussi pour faire des cours originaux, parce que quand on fait un cours, il ne s'agit pas simplement de répéter ce qu'il y a dans les livres des autres, même si, évidemment, on commence toujours par les livres des autres. Mais il y a bien un moment où on va essayer aussi de proposer des analyses un peu plus personnelles. Donc pour moi, ça fait partie de mon métier d'enseignant. Et oui, c'est une passion, mais je pense que c'est aussi tout simplement faire mon travail. Alors, les auteurs régulièrement, enfin souvent que j'interviewe, sont quand même en relation avec d'autres personnes, ne serait-ce que pour leur recherche. C'est un travail de solitaire très entouré, ou c'est un travail de solitaire vraiment solitaire ? En ce qui te concerne. Vraiment solitaire pour celui-là, parce qu'on ne peut pas en 2020 aller demander aux gens des mythes sur la naissance des îles. C'est trop ancien. On peut encore trouver, moi j'ai fait un livre il y a 15 ans sur Huahine, sur des légendes, des traditions de Huahine, on peut encore trouver des choses comme ça. Mais sur Tahiti précisément, et Raiatea et Taputapuatea, ça fait quand même 150 ou 200 ans que tout ça s'est arrêté, donc c'est trop tard pour demander aux gens, donc c'est beaucoup un travail de lecture. Mais heureusement, il y a beaucoup de choses qui ont été conservées au 19e siècle, qui ont été écrites, donc il faut aller lire ce qui a été écrit à ce moment-là et lire aussi régionalement, voilà. Mais c'est beaucoup ça, celui-là a été beaucoup un travail de lecture et ensuite de synthèse, essayer de se dire mais qu'est-ce que ça veut dire que ça finalement, et donc c'était beaucoup de réflexion, et ça a été un livre, je pense que c'est peut-être celui qui m'a demandé le plus pas de travail mais de temps sans doute. Quand tu croises des Polynésiens qui ont lu certains de tes ouvrages, tu es interpellé, ce contact-là de l'auteur avec finalement le lecteur, tu l'as régulièrement ? Tout le temps. Et les gens sont gentils et sont pleins de maruru, de gratitude, et vraiment ils sont toujours très respectueux. C'est très très rare que quelqu'un râle. Peut-être que certaines personnes de Raiatea vont pas trop apprécier, parce que je pose la question, quand est-ce que Raiatea est devenue l'île sacrée? Ça veut dire que peut-être qu'elle l'a pas toujours été, et peut-être qu'elle l'était juste au moment où les Européens sont arrivés et on a retenu que ça, un peu comme parfois dans une réunion on retient que la dernière personne qui a parlé. Donc bon, il est possible que certaines personnes n'apprécient pas qu'on pose la question, est-ce que vraiment Taputapuatea c'était
sacré, c'était important. Mais globalement, les gens ont comment dire, l'amabilité de ne pas faire savoir que quelque chose les dérange. Après tout, celui qui n'est pas content, il peut aussi écrire son histoire, hein, et prendre la plume. Du coup, ça me donne envie de te poser cette question. Est-ce que tu penses que les gens à Raiatea ont vraiment en eux cette culture de l'île sacrée? Est-ce que Oui. les gens de Raiatea en Oui. sont convaincus, c'est-à-dire, ou en tout cas, ont cette connaissance historique, c'est-à-dire d'être les habitants de cette île qui avait ce statut, en fait? Tu sais, j'ai longtemps vécu à Huahine, donc j'ai toujours dit partout et à mes étudiants, mais l'île sacrée, c'est pas Raiatea, c'est Huahine, tout le monde le sait. Mais je savais très bien que c'était une blague quand même, parce que bien sûr que Raiatea a été l'île sacrée à un certain moment de l'histoire. Voilà, maintenant, est-ce que ça a été depuis l'origine, depuis toujours, depuis que les gens sont venus s'installer dans ces îles, depuis l'arrivée des premiers Polynésiens, ou est-ce que c'est pas un phénomène politique qui a été un petit peu tardif finalement, et qu'on a beaucoup retenu, parce que au moment où l'histoire s'arrête, et quelque part les Européens arrivent, à ce moment-là, la situation est celle-là. Alors on a presque l'impression, Bruno, qu'après un ouvrage comme ça, il pourrait donner lieu à un spectacle vivant en tout cas, puisque on le sait aujourd'hui, souvent l'écriture donne lieu à des fictions, à du spectacle. Est-ce que c'est une idée que tu as en tête? Est-ce que tu aimerais finalement qu'un livre comme celui-là puisse donner lieu à un spectacle? Ah ben moi j'aurais voulu être un artiste, hein, pour pouvoir faire mon numéro, mais je suis pas artiste, voilà, je suis laborieusement enseignant, mais je pense que c'est de la matière pour les artistes bien sûr, et il y a plein de choses dans cet ouvrage. Il y a Tapuatea, il y a les voyages de Hiro, il y a le poisson Tahiti bien sûr lui-même, mais aussi Bora Bora est une île très importante dans les traditions et qui passe pour être la première île à naître, donc on aurait Raiatea la mer, peut-être le premier enfant Bora Bora, voilà, donc je pense qu'il y a de la matière là, pour plusieurs spectacles, bien sûr, sur la naissance respective des îles, sur les voyages des Polynésiens, et tant mieux si ça peut inspirer les gens. Après, moi-même, je suis allé chercher beaucoup de choses dans Tahiti aux temps anciens, qui est un peu quand même notre Bible, enfin, c'est quand même notre référence à tous. Donc après, j'ai essayé de dépasser ça en analysant, enfin, en posant des questions, mais sinon, je pense que la matière, la source pour nous tous, c'est quand même Tahiti aux temps anciens. Après un travail colossal, parce que c'est du boulot, on le sait, qu'est-ce qui est prévu au programme dans le futur proche? Quelle est l'autre thématique ou un autre sujet que tu voudrais aborder? Parce que je sais que tu es intarissable et que tu es toujours, en tout cas, tu as envie de proposer d'autres choses. Ben, j'essaye de ne pas travailler trop sur du contemporain, parce que je pense que le contemporain, c'est assez politique, et donc ça me paraît parfois un peu interprétatif, un peu fragile, subjectif. Mais hélas, j'ai fait ça. Ça veut dire que cet ouvrage, il a paru finalement il y a déjà presque un an. Mais depuis, il y a eu le confinement, et pendant le confinement, j'ai écrit la suite des Tahitiens et des Français. Un ouvrage sur la manière dont les Tahitiens parlent des Français, et dont les Français parlent des Tahitiens à Tahiti. Et donc j'ai fait la suite, parce que le volume 1 était sorti il y a déjà 22 ans. Donc j'ai renoué avec le contemporain, et là j'ai envie de retourner à nouveau dans les temps anciens. Donc je passe mon temps à faire le va-et-vient entre les temps très anciens et les temps très très contemporains. Eh bien, c'est le moment des lecteurs, le moment où, avec grand plaisir, on va t'écouter nous lire un petit extrait de ce livre que je vous conseille, bien sûr, pour tous les passionnés de lecture, puisque Bruno va nous lire ce petit passage maintenant. C'est sur le concept de Hawaiki, puisque Raiatea était Hawaii ou Hawaiki. Même s'il ne le désignait pas du nom Hawaiki, les Polynésiens de l'Ouest, Tonga, Samoa, Wallis et Futuna, ainsi que leurs voisins mélanésiens de Vanuatu et de Nouvelle-Calédonie, possédaient des croyances en un royaume des ancêtres enfoui dans les profondeurs sous-marines. Il se nomme souvent Pulotu ou Burotu. Comme le Hawaiki des Polynésiens orientaux, c'est un univers chthonien rempli d'entités valorisées, de nourriture, de femmes à la beauté remarquable, d'esprits supérieurs, de chefs défunts. On peut donc émettre l'hypothèse qu'au fil des déplacements des Polynésiens vers l'Est, les représentations et croyances liées à Pulotu se sont progressivement déportées vers une nouvelle appellation, Hawaiki. De Pulotu, l'entité mythique Hawaiki a conservé une grande partie de son sens, à savoir l'image d'un monde des profondeurs, également séjour des morts. Mais en rapport avec ses mêmes ancêtres, il s'est aussi doté d'une autre signification historique, celle d'une terre perçue comme le point de départ des anciennes migrations. Merci Bruno, toujours apprendre, un retour sur l'histoire, les légendes, le sacré, Raiatea. En tout cas, je vous invite pour retrouver ce livre très très vite chez vous, dans votre bibliothèque, et ça s'appelle Un poisson nommé Tahiti. C'est écrit par Bruno Sora, et nous on se retrouve avec d'autres invités, d'autres personnalités du monde de la lecture. À très vite sur TNTV, et c'est à tout lire.